Mesdames et messieurs, oui, je suis très en retard. Oui, on a totalement perdu le concept de cette série vidéo normalement qui est un react. Donc il faut réagir à chaud après la course sprint. Une demi-heure, une heure après, on regarde, on n'a pas le temps d'avoir tout analysé. C'est juste un débrief à chaud en 10 minutes. Bon là, ça va prendre 10 minutes. Ça va être un débrief pas chaud parce que le week-end est déjà passé depuis bien longtemps maintenant. Mais parlons de cette course sprint. Alors comme d'habitude, petit passage sur la qualif, petit passage sur la course sprint et je vais vous donner les pronostics que j'avais fait en fonction de pourquoi, du comment et tout ne s'est pas parfaitement réalisé. Commençons tout d'abord par la Q2. Alors la Q2, c'est très spécial parce que nous avons avant ça la practice, la Q1 et après nous arrivons en Q2. Et par exemple, Brad Binder, Jack Miller, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois les KTM au fond du gouffre, eh bien on n'en parlera pas. On n'en parlera pas parce que ce soit la Q1, que ce soit la course sprint, mis à part Pedro Acosta, ce fut une catastrophe de bout en bout. Donc KTM, de toute manière sur ce week-end, on verra ça dans le BRK, on va faire un point, ne vous inquiétez pas, parce que là, il y a du point négatif et faut pas trop s'attarder là-dessus. Mais bon, passons à autre chose, passons aux bonnes surprises. Johann Zarco en practice, malheureusement qui n'entre pas dans le top 10, qui nous fait une Q1 parfaite en éliminant des pilotes officiels Aprilia, des pilotes officiels KTM. Bravo Johann Zarco qui une nouvelle fois vient passer en Q2. C'est le seul pilote Honda depuis le début de la saison à être passé non pas une fois en Q2, mais bien deux fois en Q2 pour Johann Zarco. Donc là, avec ce nouveau package aéro, avec ce nouveau châssis, avec les réglages qui s'affinent au fur et à mesure en fonction des circuits, Johann Zarco est en train de créer quelque chose, est en train d'emmener Honda non pas dans une nouvelle sphère, mais en tout cas est en train de rapprocher Honda de ce qu'est la MotoGP actuellement au niveau des performances des autres MotoGP en tout cas. Donc encore une fois, un grand bravo au niveau de la qualification, de la practice, du week-end, du début du week-end et de la construction générale du week-end par Johann Zarco. Parce que la Honda, faut la comprendre, faut l'analyser, faut sur le circuit l'adapter petit à petit et il faut surtout avoir la capacité de l'emmener parce que si une Ducati, on va dire plus simple à emmener car elle permet plus l'erreur, car elle est plus facile, plus stable, plus maniable, ceci, cela, là avec la Honda, il faut la justesse technique, il faut la précision parfaite pour Johann Zarco pour pouvoir l'emmener dans des chronos raisonnables et pour pouvoir en plus entrer en Q2. Donc voilà, Johann Zarco, énorme et encore une fois, sa course sprint, premier point pour Honda dans une course sprint. Voilà, Johann Zarco, j'en parle, je fais tout le truc. Premier point dans une course sprint, dans la bataille. Johann Zarco qui a su se démarquer. Alors il finit pas devant Acosta, Morbidelli, il finit pas premier du groupe pour la 5e position. Non. Mais tout de même, Johann Zarco qui vient dans la bataille face à Quartararo, Miller, Viñales, Morbidelli, Acosta. On parle de pilotes qui ont des motos officielles. On parle de pilotes qui ont déjà gagné des grands prix, qui ont des motos capables de jouer des victoires, qui sont parfois même champions du monde. Donc là, Johann Zarco a su tirer son épingle du jeu pour rester dans les points. Énorme. Voilà, un grand bravo. Oui, j'en parle longtemps. Oui, je fais une ellipse. Oui, je fais une pause entière sur Johann Zarco, mais en même temps, il faut savoir souligner le travail colossal qu'il est en train d'effectuer actuellement, et ce, depuis qu'il est arrivé aussi chez Honda. Mais c'est énorme, c'est parfait de la part de Johann Zarco. Très bien joué. Passons maintenant à autre chose. J'en ai fini avec le Français qui m'a épaté sur ces 2 premières journées. Bon, l'autre Français qui m'a épaté, forcément, ils ne sont que 2, donc ça va se tourner vers Fabio Quartararo. Super vendredi. La vitesse qui est directement là, ils arrivent à directement retrouver de bonnes choses. Alors ils ont fait un step en arrière avec le moteur, on verra ça dans le BRK, donc quasiment, je pense que je vais le faire demain ou après-demain, on verra ça dans le BRK, mais petit step en arrière sur le moteur pour essayer de retrouver de la maniabilité, de l'agilité sur la Yamaha, ça a plutôt bien fonctionné. Deuxième ligne pour Fabio Quartararo, top 6, malheureusement pas dans les points pendant la course principale, pendant la course sprint, pardon, petit contact avec Morbidelli. Après, c'est très difficile avec la Yamaha de dépasser, on le sait. Donc voilà, bravo Fabio Quartararo, bonne qualif, bonne course sprint dans l'ensemble. Il était dans le groupe idéal, hein, franchement, il était dans le groupe pour la 5e place. Après voilà, ça s'est joué à quelques détails près, le petit contact, la difficulté pour dépasser. Fabio Quartararo, en soi, je n'ai pas grand chose de plus à dire, mis à part bien joué. On verra dans le BRK, super course.
le dimanche. Et donc, passons maintenant à ce qui nous intéresse vraiment. C'est ce qui se passe devant Marc Marquez. Marc Marquez, la Q2 catastrophique. Une nouvelle fois, dès qu'il faut aller chercher la performance maximale, il part à la faute. Et c'est là où je vais en venir avec la faute de Martin aussi. Parce que oui, Marquez fait beaucoup de fautes. Martin fait beaucoup de fautes. Bagnaia fait beaucoup de fautes. Eux surtout, ils les font pendant les courses, à des moments où on ne s'attendrait pas à ce qu'un champion du monde ou un futur champion du monde fasse ce genre d'erreur. Mais je pense que, je trouve en tout cas que ça montre la difficulté actuelle de championnat, la vitesse actuelle des pilotes et le fait qu'en fait, tout se joue à quelques centimètres, à quelques millimètres, à quelques pourcentages de pression de frein, de ceci, de cela. Parce que en analysant la chute de Martin, Bagnaia vient dire Martin est arrivé un petit peu vite. Martin dit non, je pense pas que je sois arrivé trop vite. Quand on analyse les chutes de Marquez, certains pensent qu'il est arrivé trop vite, pas assez vite, ceci, cela. Et en fait, c'est là où on se rend compte que tellement les pilotes poussent les machines à leur maximum, tellement les pilotes poussent même leur potentiel personnel à leur maximum, qu'en fait, les erreurs, ça se joue sur des micro-détails, sur des toutes petites choses. Alors oui, du coup, la chute de Martin, elle fait tâche. Il est leader au championnat du monde. Il met une fessée monumentale à toute la grille de départ pendant la qualification. Je rappelle, il met plus de 5 dixièmes au deuxième. C'est très rare cette saison. Seul Marc Marquez a réussi quelque chose de similaire à Aragon cette saison. Donc c'est pour vous dire que ça n'arrive quasiment jamais. 2023-2024, c'est pratiquement jamais arrivé. Martin qui explose tout le monde, qui explose le record du tour, qui explose Pedro Acosta, Bezzecchi, quiconque, qui que ce soit qui a essayé de le suivre, ça n'a pas fonctionné. Quand Marquez a essayé de le suivre, il est tombé. Donc c'est pour vous dire, je pense que plus que des erreurs de pilote, plus que des talents qui sont pas si bons que ça, des pilotes surcotés ou quoi que ce soit comme je peux voir, je pense qu'en fait on est plus sur une limite générale des pilotes, une limite des machines, des pneumatiques, des circuits, du grip. Et ils vont tellement à cette limite que forcément, oui, on peut pas faire tout un week-end sans tomber. Oui, on peut pas faire tout un championnat sans tomber. Forcément, ils viennent à tomber parce que justement, ils jouent avec cette ligne en fait qu'il ne faut pas dépasser. Et forcément, quand tu dépasses de 0,1%, passer la chute directement à ces vitesses-là, avec ces contraintes-là sur les motos. Donc voilà, moi personnellement, j'analyse plus la chute de Martin comme ça et les chutes précédentes aussi, de Bagnaia, de Martin. On est plus sur des pilotes qui vont chercher vraiment le maximum de potentiel d'eux-mêmes et de leur machine, comme pour Marquez en Q2, quand il va suivre Bagnaia, quand il va suivre Martin. Vous n'allez pas me dire que Marquez, c'est pas un pilote exceptionnel. Non, et pourtant, quand il essaye de suivre Martin et Bagnaia, quand ils sont à 200%, lui, il part à la faute. Comme quoi, on est vraiment sur des tours stratosphériques. On a juste à regarder les chronos. Les chronos, les records sont explosés, que ce soit pendant la course sprint, que ce soit pendant les qualifs, que ce soit pendant la course du dimanche. Tous les records de cette saison sont explosés en 2024. On a des pilotes qui vont ultra vite. Donc, c'est plus comme ça que j'analyse cette chute que Martin fait encore une erreur. Bagnaia fait que tomber, ceci, cela. Après, on peut le voir comme ça aussi. Mais je trouve ça dommage au vu de la vitesse et du spectacle que nous proposent les pilotes actuellement. Bon, voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de cette course sprint. Alors en fait, il y avait un peu de spectacle un peu partout, des très beaux dépassements. Bastianini, spectaculaire, encore une fois, j'adore. Bastianini, quand il est comme ça, en fait, il est capable de dépasser, il est capable de ça. Super départ de Marquez, on peut revenir là-dessus, mais je pense que vous avez pu apprécier le spectacle. La spéciale Bastianini, incroyable. Sortie du secteur sinueux, là, donc on a la sortie du secteur 1, à la fin du secteur 2, après le droite, gauche, droite comme ça, Bastianini qui enclenche le ride-eye device et qui vient doubler et Acosta et faire les freins à Marquez. C'est magnifique. Bezzecchi qui a failli arracher la boucle arrière de Pecco Bagnaia, ça s'est joué à quelques centimètres. Super 4e place de Bezzecchi. Je pense pas qu'il pouvait tenir avec son soft avant Bastianini et Marquez derrière lui. Ça allait vraiment très très vite sur la fin, on le voyait. C'était du 1:30.2 sur la fin pour les 3 pilotes de devant et Bastianini encore plus rapide. Donc voilà, Martin à la porte des points, en course sprint malgré une chute au T16. Franchement, le rythme aussi de Martin était juste exceptionnel. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans mes pronostics que j'avais pu faire, j'avais misé personnellement sur Martin premier, Bastianini, ensuite Bagnaia. Bon, vous savez comment ça s'est terminé. On avait quelques points positifs, on avait certaines choses négatives.
Bastianini est tombé malheureusement, Bagnaia n'a pas su faire face à Acosta, mais on en parle dans le BRK, donc on se retrouve très prochainement pour analyser le Grand Prix de Mandalika. Merci d'avoir regardé, c'était Théo, ciao ciao, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo en retard. Voilà, c'est tout, je m'excuse d'avoir été en retard, mais j'étais occupé, j'avais une course de karting.